Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va présenter le cours de la génétique moléculaire. Mais bien sûr, avant de commencer, je vais vous demander d'abonner ma chaîne pour que je puisse aider le maximum des étudiants et on commence. Bon, la génétique moléculaire est celle qui concerne les acides nucléiques. Donc, on va voir d'abord des généralités sur les acides nucléiques, puis les phénomènes biologiques qui les concernent. Commençons par la réplication de l'ADN, puis l'expression des gènes et la synthèse protéique qui comporte elle-même la transcription et la traduction. Et on va voir au dernier la régulation d'expression. On commence par l'expérience de Griffith. On va voir d'abord comment c'est passé, puis on va synthétiser quelque chose à la fin. Donc, il y a deux types de pneumocoques. Il y a les pneumocoques capsulés, qui sont virulentes, qui sont pathogènes, et il y a les pneumocoques non capsulés, qui sont non virulentes ou bien non pathogènes. Ça veut dire que l'effet pathogène se trouve dans la capsule, d'accord? Donc, pneumocoque capsulé, c'est virulent, c'est pathogène, et non capsulé, c'est non virulent et c'est non pathogène. Ici, les pneumocoques capsulés sont présentés par les cellules S et les pneumocoques non capsulés sont présentés par les cellules R. Et c'est même facile pour moi de continuer d'expliquer utilisant ces deux mots. Voilà. Donc, si on va injecter les cellules S, la souris meurt. Pourquoi? Parce que c'est toxique. Puis, il a injecté les cellules R, qui sont des cellules non pathogènes, et ce n'était pas toxique pour la souris. Puis, il a injecté des cellules pathogènes, mais qui sont tuées par la chaleur. La chaleur va les rendre non pathogènes, et donc ce n'est pas toxique pour la souris. En dernier lieu, il a injecté l'ensemble de ça et de ça. Les deux sont toxiques. Les deux sont non toxiques, mais éventuellement c'était toxique pour la souris. Il a trouvé que la souris comporte des cellules pathogènes et vivantes. Mais comment c'est passé? Donc ici se trouve la vie et l'effet pathogène, à la fois dans une même cellule. Ici, dans l'ensemble qu'il a injecté, à ce niveau-là se trouve la vie. Et ici se trouve l'effet pathogène. Donc c'est comme une combinaison entre ces deux pour donner ces cellules, n'est-ce pas? Bon, la vie n'est jamais transférée vers ou bien entre les cellules. C'est juste impossible. Mais l'effet pathogène, oui. Donc il a synthétisé qu'il y a un support qui est responsable du transfert du caractère pathogène entre les cellules, bien vers l'autre cellule, n'est-ce pas? Il a expliqué qu'est-ce qu'il a passé ici par l'acquisition des cellules vivantes d'un pouvoir de synthétiser les capsules et d'être virulentes. Mais comment ces cellules ont acquis cette capacité? C'est par le transport de cette capacité, de cette caractéristique à travers le support de l'information génétique qui est l'ADN. Donc, il a synthétisé à partir de cette expérience qu'il y a un support de l'information génétique. Voilà, c'est ça. On continue. Il s'agit d'une nucléoside ou bien nucléotide. On va voir la différence. La partie rouge est présentée par l'acide phosphorique. La partie jaune présente un ose, précisément un pentose, qui est constitué de 5 carbones. 1, 2, 3, 4 et 5. Il y a deux types. Il y a le ribose et il y a le désoxyribose. Le ribose pour l'ARN et le désoxyribose pour l'ADN. Ou pour le ribose,
il y aura une fonction hydroxyle au niveau du carbone 3, mais pour le désoxyribose, il y aura que l'atome d'hydrogène au niveau du carbone 3. Et la partie bleue est présentée par les bases. Pour les bases, il y a deux types. Il y a les bases puriniques et les bases pyrimidiques. Les bases puriniques sont l'adénine et guanine. Et pour les bases pyrimidiques, c'est la cytosine et la thymine. Cette partie présente la nucléoside. Ça veut dire que la nucléoside est constituée uniquement d'une base et d'un pentose. Si on va ajouter l'acide phosphorique, il s'agit d'une nucléotide. Donc on peut synthétiser que la nucléotide est constituée par une nucléoside plus l'acide phosphorique. Maintenant, on va étudier les liaisons. Entre la base et l'ose se trouve une liaison qui est appelée liaison osidique ou bien N-osidique. Et entre l'ose et l'acide phosphorique se trouvent des liaisons de type phosphodiester. Pourquoi phosphodiester? Voyons cette liaison ici, c'est une liaison ester. Et voyons que l'acide phosphorique est lié à cette molécule par l'intermédiaire du carbone numéro 5. Donc c'est une liaison ester au niveau du carbone numéro 5. Le même acide phosphorique est lié à l'ose précédent au niveau du carbone numéro 3. D'accord? Donc, j'ai oublié de montrer ça dans le schéma, mais imaginons qu'il y a une autre molécule de pentose ici et la même molécule d'acide phosphorique va être liée à la fois à cette molécule d'ose et à cette molécule d'ose. Mais ici, au niveau du carbone numéro 3, voyons ici, et ici au niveau du carbone numéro 5. Donc, il s'agit d'une liaison d'ester au niveau du carbone numéro 3 de l'ose précédent et du carbone numéro 5 de cette ose. Donc, ester ici et ester ici. Donc, c'est une liaison qui est phosphodiester. D'accord? Bien sûr, l'ADN se trouve dans un noyau chez les eucaryotes et il est libre dans le cytoplasme chez les prokaryotes, mais il se trouve dans une région spécifique de cytoplasme. Donc c'est comme il va occuper une région qui est appelée nucléoïde. Pour la structure d'ADN, bien sûr c'était montré par Crick, Watson et Wilkins. C'est une structure bicaténaire qui comporte deux unités, deux chaînes précisément. L'ADN est constitué de deux brins, de deux chaînes, dont chacune est un polymère, ça veut dire constitué de plusieurs unités de désoxyribonucléotides. Donc, on a étudié la structure de la nucléotide, n'est-ce pas? Il s'agit d'une désoxyribonucléotide pour l'ADN et d'une ribonucléotide pour l'ARN. Voilà. Donc, on va remarquer qu'il y a 4 types de désoxyribonucléotides dans l'ADN. C'est selon le type de la base, parce qu'il y a 4 bases. Donc, l'existence de 4 bases veut dire l'existence de 4 nucléotides. Les deux chaînes sont enroulées en double hélice qui est régulière et qui sont entourées ou bien enroulées sur un même axe. Voilà l'axe. Donc les deux chaînes sont enroulées autour d'un même axe. Et comme vous voyez, les bases des nucléotides sont orientées vers cet axe. Voilà les bases. Ce qui est en gris ici. D'accord? Et si on
ou bien c'était déjà fait. Donc, ils ont compté le nombre des bases dans l'ADN et ils ont trouvé que le nombre d'adénine égale à le nombre de de thymine, et le nombre de cytosine égale à le nombre de guanine. Donc, le nombre de thymine égale à le nombre d'adénine, le nombre de cytosine égale à le nombre de guanine. Donc, ils ont synthétisé que la thymine sera liée à l'adénine et la cytosine sera liée à la guanine. Et qu'est-ce qu'il y a de plus? Donc, les deux brins d'ADN sont antiparallèles. C'est quoi antiparallèle? Donc, il y a deux orientations. Il y a de 3' vers 5', ou bien 5' vers 3'. Donc, les deux brins d'ADN sont antiparallèles, veut dire ils ne sont pas orientés dans le même sens. Mais ce sens est dépendant de quoi? Il est dépendant de cette liaison. Voyons, par exemple, cette nucléotide est dans le sens de 5', 3', tandis que cette nucléotide est dans le sens 3', 5'. Voilà, c'est aussi simple. Après avoir parlé de l'ADN, maintenant on va parler de l'ARN. L'ARN est monocaténaire, il comporte une seule chaîne et un seul brin. Et il y a plusieurs types de l'ARN. Et avant de parler des types de l'ARN, bien sûr, c'est constitué de plusieurs ribonucléotides et non pas des oxyribonucléotides, c'est la différence entre eux. Et il y aura quatre types de ribonucléotides. Il y a celle de l'adénine, de guanine, de cytosine, mais cette fois-ci de uracile. Donc dans l'ARN, on ne trouve pas des bases de thymine, mais au lieu la thymine, on va trouver l'uracile. Bon, j'ai dit que l'ARN présente trois types. Il y a l'ARN R et l'ARN-M et l'ARN-T. Commençons par l'ARN-R. Donc, c'est autre que plusieurs protéines spécifiques. Il est un constituant majeur des ribosomes. On sait tous que les ribosomes jouent un rôle dans la synthèse protéique. Donc, l'ARN-R joue un rôle dans la synthèse protéique. Et l'ARN-R comporte lui-même plusieurs types. Il y a des RNR lourds qui présentent des facteurs de sédimentation qui sont aussi considérables, 28 ou bien 18. Et il y a d'autres qui sont légers, comme l'RNR avec un facteur ou bien un facteur de sédimentation qui est égal à 5. D'accord? C'est ce qui concerne l'RNR. Pour l'ARN, il présente une copie de l'information génétique de l'ADN qui sera traduit à une chaîne polypeptidique. Et pour l'ARNT, c'est le transporteur des acides aminés du cytoplasme vers les ribosomes qui présentent les sites de la synthèse protéique. Donc, il présente une forme de feuille de trèfle. Voilà l'ARNT. Voilà. Donc, c'est quoi la liaison entre les trois types de l'ARN? La relation entre eux, c'est que l'ARN mère traduit l'ARNM à une chaîne peptidique qui est constituée des acides aminés qui seront véhiculés par les ARNT. D'accord? Et c'est ça, c'est simple. Maintenant, on va parler des phénomènes biologiques. Commençons par la réplication d'ADN. C'est quoi la réplication ou bien la duplication d'ADN? C'est avoir deux molécules d'ADN à partir d'une seule molécule d'ADN. Et c'est observé dans la phase S de l'interphase qui précède chaque division. Avant d'expliquer, je vais mentionner une chose que j'ai oublié à mentionner. Voyons ici dans la chaîne d'ADN, la liaison entre l'adénine et thymine est une liaison hydrogène double.
Et la liaison entre cytosine et guanine est une liaison hydrogène triple. Voilà. Je continue. Donc, comment ça se fait la réplication d'ADN? Il y aura la dégradation des liaisons hydrogènes entre les deux brins de la molécule mère par l'intermédiaire de l'hélicase ou bien des roulases. Puis, il y aura la fixation des protéines SSP qui vont stabiliser les deux brins pour éviter la réunion d'eux. Puis, il y aura l'arrivée de l'ADN polymérase 3 qui est responsable de la néosynthèse de la nouvelle chaîne, puisque dans chacune des deux chaînes filles, il y a un brin parental de la maman et il y a un autre qui est néosynthétisé, d'accord? Mais il y a un problème. L'ADN polymérase 3 peut synthétiser uniquement la chaîne complémentaire du brin qui est dans le sens 3', 5'. Ça veut dire l'ADN polymérase 3 peut synthétiser dans ce sens uniquement et non pas dans l'autre sens. Et le sens que je suis en train de parler, de faire comme une référence, est celui du brin parental. J'insiste. Donc l'ADN polymérase 3 peut synthétiser dans le sens 3', 5' sur le brin parental. Donc dans ce brin, à chaque fois l'hélicase avance, l'ADN polymérase 3 avance avec lui et il va néosynthétiser ce brin dans ce sens, d'une façon continue, d'accord? Mais quel est le mécanisme sur l'autre brin? Bon, l'hélicase avance et il y a une certaine portion à néosynthétiser, mais ça sera fait dans le sens 3', 5' sur cette chaîne, d'accord? Puis l'hélicase avance de plus et il y a une nouvelle portion à néosynthétiser et ça sera fait également dans le sens 3', 5', 3', 5' et arrête dans le début de la portion néosynthétisée précédente, ici. C'est donc une synthèse qui est discontinue, d'accord? C'est comme dans ce sens, l'ADN polymérase 3 s'installe une seule fois et il avance à chaque fois l'hélicase avance, puisque les deux ont le même sens. Mais pour l'autre brin, il s'installe à chaque fois l'hélicase avance et il synthèse dans le sens opposé par rapport à l'avancée de l'hélicase. Et puisque l'hélicase avance dans ce sens, mais l'ADN polymérase va néosynthétiser dans ce sens. Donc il installe plusieurs fois pour néosynthétiser dans le sens opposé par rapport à l'hélicase, d'accord? Et comme j'ai dit, c'est une donc synthèse qui est discontinue et qui est retardée par rapport à celle-ci. C'est le principe. Maintenant, on va détailler un petit peu. Sur le brin direct, il y aura d'abord l'arrivée du primase. Que fait ce primase? Ce primase va fabriquer des segments ARN, primer, d'amorce, d'où démarre l'ADN polymérase 3. Maintenant, vous allez me dire pourquoi ils sont des segments d'ARN et non pas d'ADN, puisque l'ARN, puisque le nouveau brin est un seul brin, c'est analogue à l'ARN et il va commencer définitivement par un segment d'ARN. D'accord? Donc, voilà. Bon, j'ai dit que le primase fabrique des amorces d'ARN primase, puis il y aura l'arrivée de l'ADN polymérase 3 qui va néosynthétiser cette chaîne parentale. Puis, lorsque la réplication, bien la duplication d'ADN, oh mon Dieu, lorsque la réplication d'ADN se termine, il y aura l'arrivée de l'ADN polymérase 1 qui va remplacer ces segments d'amorce
par des nucléotides, par des désoxynucléotides complémentaires, vraiment complémentaires à cette partie du brin parental. C'est pour le brin direct. Pour le brin indirect ou bien discontinu ou bien retardé, il y aura bien sûr l'arrivée du primase qui va fabriquer ces segments d'ARN primaires. Puis il y aura l'arrivée à chaque fois, l'hélicase avance dans ce sens, il y aura l'arrivée de l'ADN polymérase 3. Donc il y a la synthèse des segments discontinus qui sont appelés les fragments d'Okazaki. Après la terminaison de la réplication, il y aura l'arrivée de l'ADN polymérase pour remplacer ces segments d'amorce. Puis, puisqu'il n'y a pas la synthèse d'un brin qui est continue, il y a la synthèse des fragments d'Okazaki. Il y aura l'arrivée de l'ADN ligase pour les lier les unes aux autres. Il y aura enfin 2 chaînes d'ADN phi, dont chacune d'elles comporte un brin parental et un brin qui est néosynthétisé, d'accord? Et voilà. On continue avec les phénomènes biologiques. La synthèse protéique, elle comporte la transcription et la traduction. Commençons par la transcription qui est faite par l'ARN polymérase. Il y aura la formation d'une copie d'une seule chaîne entre les 2 chaînes d'ADN. Et le sens de la transcription est 3', 5' sur la chaîne transcrite. La chaîne d'ARNM est élongée vers l'extrémité 5'. C'est ça. Les types d'ARN polymérase, il y a 1, 2, 3. Dont l'ARN polymérase 1 synthétise les ARNR, l'ARN polymérase 2 synthétise l'ARNM, l'ARN polymérase 3 synthétise les petits ARN, comme l'ARNT et les ARNR qui ont un petit facteur de sédimentation. L'épissage, c'est quoi l'épissage? C'est un phénomène de réduction. Pourquoi? Au niveau de la molécule d'ADN, il y a des segments qui sont codons et il y a d'autres qui ne sont pas codons. Les codons sont les exons et les non-codons sont les introns. Il y aura la transcription du tout. Donc, il y aura la formation d'une molécule d'ARN qui comporte elle-même des segments significatifs et des autres qui sont non significatifs. Bien sûr, on a juste besoin des segments significatifs qui seront traduits pour former des molécules de protéines. Donc il y aura ici la réduction par l'élimination des introns pour donner la molécule d'ARN mature qui sera traduite après à une molécule de protéines. Chez les prokaryotes, il n'y a que les segments significatifs, que les segments codants. Donc les prokaryotes n'ont pas besoin de phénomène d'épissage et d'élimination des introns, etc. Il y aura directement la production d'une molécule d'ARNM mature qui sera directement traduite à une molécule ou bien à des molécules de protéines. Pour la traduction, avant de parler de la traduction, je vais parler d'une notion qui sont les codons. C'est quoi la traduction? La traduction, c'est de former une chaîne protéique à partir d'une molécule d'ARN, n'est-ce pas? Une molécule d'ARN comporte plusieurs ribonucléotides et bien sûr plusieurs types de ribonucléotides puisqu'elles sont différentes dues à la différence des bases. Il y a donc 4 types de ribonucléotides selon les 4 types de bases: adénine, guanine, cytosine et uracile. Un codon correspond à un triplet de bases adjacentes. D'accord? Et il y a des codons d'initiation et des codons d'arrêt. Initiation de la traduction et d'arrêt de la traduction. Pour le codon d'initiation, c'est AUG. Et pour les codons d'arrêt, c'est UAA, UAG et UGA. D'accord? La traduction comporte 3 phases: l'initiation, l'élongation et la terminaison. Commençons par l'initiation. Qu'est-ce qui va passer dans l'initiation? Il y aura
la liaison ou bien l'union de la chaîne d'ARNM avec la petite sous-unité du ribosome. La petite sous-unité, ou bien je vais directement dire la petite unité va reconnaître le codon d'initiation sur l'ARNM. Après cette reconnaissance, il y aura l'arrivée de l'autre unité, de la grande unité, et l'union de ces deux unités pour former un véritable ribosome. Et il y aura l'arrivée de l'ARNT correspondant au codon d'initiation qui va être lié à lui par l'intermédiaire d'un anticodon complémentaire au codon d'initiation. Et l'ARNT qui est correspondant au codon d'initiation porte l'acide aminé méthionine. Et ça sera fixé dans le site P. Pourquoi? Parce que dans la sous-unité, dans la grande sous-unité se trouvent 3 sites. Il a le site EPA, comme ça, EPA. D'accord? Donc, il y aura la fixation du premier ARNT sur le site P. Voyons ici, il y a des codons. Il peut y avoir plusieurs codons qui peuvent coder pour un seul acide aminé, comme il est montré ici. D'accord? Pour l'élongation, il y a la fixation de l'ARNT. D'abord, il y a 3 étapes. D'accord? Il y a 3 étapes. Il y a la fixation de l'ARNT du prochain acide aminé dans le site A, ici, ou bien ici. Après, il y a la formation d'une liaison peptidique entre les deux acides aminés. Après, il y aura l'avancée du ribosome. Donc, l'ARNT précédent devient dans le site E et le nouveau ARNT devient dans le site P. Dès l'ARNT précédent est dans le site E, il va être détaché. D'accord? Maintenant, on va parler des facteurs qui sont responsables de ces étapes dans l'élongation. La fixation du nouveau ARNT ou bien de l'ARNT du prochain acide aminé se fait par un facteur qui est appelé EF-GTP, qui devient EF-GDP, parce qu'il a consommé l'énergie qui est contenue dans la molécule de GTP. GTP, c'est G triple phosphate. Il va libérer une molécule de phosphate et ça va libérer de l'énergie pour devenir un GDP. D'accord? Donc, ce facteur devient ce facteur et il va consommer l'énergie, il va fixer l'ARNT du prochain acide aminé par cette énergie. Et lorsque le travail de ce facteur est terminé, il va être libéré à la fin par un facteur qui est appelé EFTS. D'accord? Oui, je sais, il y a trop de facteurs de F ici. Mais bon, j'espère que je vais simplifier ça le maximum pour vous. Puis, il y a la formation d'une liaison peptidique entre les deux acides aminés voisins par le peptidyl transférase. Et l'avancée du ribosome est effectuée par un facteur qui est appelé EFG. Dès le ribosome trouve une des 3 codons d'arrêt, il y aura l'arrêt de la traduction. Les deux sous-unités du ribosome vont être séparées. L'ARNM sera libéré. La chaîne peptidique sera libérée. La méthionine sera enlevée de la chaîne peptidique. Et c'est ça. Maintenant, la régulation de l'expression des gènes. Chez les prokaryotes, les gènes se trouvent sous forme d'ésopéons. C'est quoi des opérants? C'est un ensemble des gènes adjacents qui interviennent dans les mêmes fonctions. Par exemple, ici, chez Escherichia coli, il y a 3 gènes qui codent pour des enzymes qui interviennent les 3 dans le catabolisme du lactose. Donc, cette collection, cet ensemble est appelé opérant. D'accord? L'opérant du lactose chez Escherichia coli comporte 3 gènes, Z, Y et A.
Le gène Z code pour l'enzyme bêta-galactosidase qui est responsable de la dégradation du lactose pour donner glucose et galactose. Le gène Y code pour la perméase qui est responsable du transport du lactose à l'intérieur de la cellule. Donc il y aura bien sûr le transport du lactose à l'intérieur de la cellule, puis la dégradation du lactose. Et le gène A code pour la transacétylase qui joue également un rôle dans le catabolisme du lactose. Je ne sais pas quoi exactement, mais il intervient dans ça. Juste à côté de cet ensemble des gènes se trouve l'opérateur, puis le promoteur, puis le gène régulateur I. Juste une remarque, il y a des scientifiques qui vont appeler tout ça un promoteur, d'accord? Mais il y a d'autres qui vont détailler de plus pour nommer ça opérateur et ça promoteur. Donc je vais aller avec ça. Le gène régulateur I code pour un répresseur. Le répresseur va se fixer sur l'opérateur. Donc c'est opérateur et c'est promoteur. Le répresseur va présenter un obstacle devant l'ARN polymérase qui normalement est responsable de la transcription de ces gènes. Mais puisqu'il y a un obstacle, l'ARN polymérase n'avance pas et il n'y aura pas la transcription de ces gènes. Il n'y a pas une transcription, donc il n'y a pas une traduction et il n'y a pas la production des enzymes responsables du catabolisme du lactose. C'est le cas s'il n'y a pas de lactose qui entoure la cellule ou bien la bactérie. Mais s'il y a des molécules de lactose dans le milieu bactérien, ces molécules de lactose vont stopper le régresseur par modifier la forme de ce répresseur. La modification de la conformation de répresseur va inhiber sa fixation sur l'opérateur et il n'y a pas un obstacle. Donc, l'ARN polymérase avance et va transcrire ces gènes. Puis, il y aura la traduction et la production des enzymes responsables de la dégradation du lactose. Chez les eucaryotes, je vais juste vous donner quelques notions parce que j'ai pas vraiment lu le mécanisme. Et donc, ici, il y a l'ADN, les gènes qui codent pour des protéines, à l'exception des introns, bien sûr, qui seront réduits, qui seront éliminés après. L'essentiel. Cette partie est précédée par une région qui est le promoteur. Et le promoteur comporte plusieurs régions. Parmi elles se trouve le data box. Et ici se fixe l'ARN polymérase 2, d'accord? Cette région promoteur ou bien data box est précédée elle-même par une région qui peut être soit enhancers ou silencers. Donc, enhancers sont des gènes activateurs de la transcription de cette partie. Et silencers sont des gènes inhibiteurs de la transcription de cette partie. Et j'ai terminé enfin ce cours. J'espère que ça sera utile pour vous. N'oubliez pas de faire un petit like et subscribe. Et je vous souhaite le très très bon courage et à la prochaine.